La modernisation du pays. La France connaît une profonde transformation sous le Second Empire. Le pays, agricole et rural, voit son économie reposer de plus en plus sur l'industrie et la société devenir de plus en plus urbaine. Le contexte général est celui de l'affirmation de l'industrie dans le monde occidental au XIXe siècle. Le phénomène d'industrialisation, qu'on qualifie souvent de révolution industrielle, est né en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle. Ses causes sont complexes, mais il repose sur trois éléments. L'emploi d'une nouvelle source d'énergie, le charbon, la mobilisation croissante de capitaux grâce à l'essor des banques, et une série d'innovations technologiques, la sidérurgie au coke, la machine à filer, la machine à vapeur. La machine à vapeur, inventée par James Watt, est l'emblème de l'industrialisation, car ce moteur permet de faire fonctionner en continu des machines. La machine à vapeur a de nombreuses applications et suscite d'autres inventions, comme le chemin de fer avec la première locomotive inventée par George Stephenson. Les innovations font apparaître un nouveau lieu de production, l'usine, où se retrouvent les machines sur lesquelles travaillent désormais les ouvriers, la concentration des machines entraînant la concentration des ouvriers. Si en Grande-Bretagne, la transformation de l'économie est rapide et brutale, et on peut la qualifier de révolution, en France, la transformation est plus lente. La première moitié du XIXe siècle, les transferts des technologies anglaises ne se font pas massivement, à part dans quelques endroits, notamment les villes de Lille, Roubaix et Tourcoing, où on importe des machines anglaises pour filer la laine, le coton ou le lin. Les raisons du retard de la France sont complexes. Une des plus évidentes est le manque de charbon. La France ne dispose pas des ressources de la Grande-Bretagne. Dans les villes du nord de la France, l'essor de l'industrie est facilité par le développement de l'extraction de charbon dans ce qui va devenir le bassin houiller. Napoléon III est conscient des transformations économiques et du retard de la France. Il entend accélérer l'industrialisation pour développer l'économie française. Il mène une politique volontariste pour que la France rattrape son retard économique. On considère généralement que c'est avec Napoléon III que l'État mène pour la première fois une véritable politique de développement économique. Dans cette politique économique, Napoléon III et ses conseillers sont influencés par le libéralisme et plus précisément le saint-simonisme. Le XIXe siècle aime les penseurs qui conçoivent des systèmes pour comprendre le monde, c'est-à-dire des idéologies. Le saint-simonisme est une idéologie inventée par le comte de Saint-Simon. Saint-Simon pensait que l'essor des sciences et la circulation des hommes et des marchandises favoriseraient le développement des sociétés. Le saint-simonisme appartient aux idéologies libérales puisqu'il est pour la liberté de circulation et d'innovation. Napoléon III va donc mener une politique économique libérale pour stimuler les échanges. Pour faciliter la circulation des marchandises, l'État attache une grande importance au développement des infrastructures de transport. Il fait ainsi creuser des canaux et agrandir des ports. Sous le Second Empire, le réseau de routes est multiplié par 2, le réseau de chemins de fer par 5. L'État concède à 6 compagnies le monopole du transport ferroviaire en échange de l'équipement du territoire en voie ferrée. Pour faciliter la mobilisation des capitaux nécessaires à l'industrialisation, l'État adapte la législation avec la loi sur les sociétés anonymes en 1867. Ces sociétés par action ont des comptes surveillés par des commissaires choisis par les actionnaires. Cela permet de connaître la situation financière de la société et de rassurer les investisseurs. On crée aussi un système bancaire moderne avec l'invention de la banque de dépôt qui reçoit l'épargne des particuliers pour l'injecter dans l'économie. En 1860, la France signe avec la Grande-Bretagne un traité de libre-échange. Les industriels français ont peur de la concurrence britannique. Mais le traité est un succès pour l'industrie française, car elle peut importer plus massivement du charbon. La production industrielle décolle. Cette politique d'industrialisation a été un succès en partie par le soutien et l'action d'entrepreneurs proches de l'État. Le capitalisme français, qui naît sous le Second Empire, se caractérise par un fort lien entre pouvoir public et investisseurs privés. L'exemple de quelques personnages illustre bien ce phénomène. Citons d'abord Eugène Schneider.
En 1836, il a créé au Creusot une compagnie qui travaille dans la sidérurgie. L'entreprise prospère. Au milieu du XIXe siècle, Schneider possède 13 hauts fourneaux, 41 laminoirs et emploie plus de 10 000 personnes pour produire du fer, de la fonte et de l'acier. Schneider profite pleinement du programme de développement ferroviaire, car il construit les locomotives et les rails. Eugène Schneider en profite doublement et même triplement de cet essor économique, car il a investi dans la compagnie de chemin de fer Paris-Lyon-Marseille, la PLM, et a participé aussi à la création de la banque Société Générale. Il gagne donc de l'argent en produisant des locomotives, en les faisant rouler par la PLM et en prêtant à la PLM l'argent pour les acheter. Eugène Schneider est aussi quelqu'un qui est proche du Second Empire. En 1857, il a par exemple été nommé vice-président du corps législatif. Les frères Pereire sont un autre exemple de ces entrepreneurs du Second Empire. Émile et Isaac Pereire sont des disciples du saint-simonisme. Ils jouent un grand rôle dans le développement de la banque moderne. Ils veulent drainer l'épargne qui dort sous les matelas des Français pour le mobiliser au service du développement industriel. La banque moderne doit être à l'image du train, un moyen de faciliter les échanges. En 1852, les frères Pereire créent le crédit immobilier. Jusqu'à là, les banques étaient des affaires familiales où la confiance, un élément fondamental dans le crédit, reposait sur les relations entre parents. Ces banques travaillaient surtout dans le commerce international et les prêts publics. Le crédit immobilier, lui, est créé sous souscription publique, c'est-à-dire que tout le monde peut en devenir actionnaire. En quelques mois, les frères Pereire réussissent à vendre 120 000 actions et mobiliser 60 millions de francs. C'est un très grand succès qu'ils ont réussi à organiser grâce à une efficace campagne de communication dans la presse. À la Bourse de Paris, tout le monde veut acheter des actions du crédit immobilier. En quelques années, le crédit immobilier devient la première banque de France. L'argent ramassé est investi dans les activités les plus dynamiques de l'époque, les chemins de fer et les compagnies maritimes. Émile Pereire déborde d'idées. Il crée ainsi la Compagnie Générale Maritime, qui invente les premières liaisons régulières entre l'Amérique et la France. Cette compagnie sert de prolongation à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, créée la même année et dont le crédit immobilier est aussi actionnaire. Il crée enfin les chantiers navals de Saint-Nazaire pour construire les navires nécessaires à la Compagnie Générale Maritime. Ainsi, une entreprise en appelle une autre. Les Pereire ont aussi profité du début du tourisme pour développer la station balnéaire d'Arcachon près de Bordeaux. Là aussi, il s'agit au départ de rentabiliser une première activité, la compagnie ferroviaire qui reliait Bordeaux aux Têtes. Cependant, le succès des frères Pereire suscite jalousie et inquiétude. Et on finit par interdire au crédit immobilier d'accroître son capital, alors que ces opérations demandent de plus en plus d'investissement. Résultat, en 1867, le crédit immobilier fait faillite. Mais il a réussi à imposer un changement dans la banque française. Désormais, les nouvelles banques qui se créent sont créées sur son modèle et certaines existent toujours, comme LCL, ancien Crédit Lyonnais, ou la Société Générale, créée notamment par Eugène Schneider.